Bonjour chers Thaï, chers Sangha, bienvenue à nous. Nous sommes réunis au Hameau Nouveau en ce jeudi 12 avril 2018, à quelques jours de notre retraite francophone qui commence samedi, où beaucoup de francophones venant de France, de Suisse, de Belgique et d'ailleurs peut-être vont se joindre à nous pour une semaine de retraite à partir de samedi donc. J'espère que chacun et chacune est bien installé là où il est, là où elle est, dans le moment présent. Venir écouter un enseignement est toujours un moment un peu particulier, puisque d'abord nous venons pour être ensemble, nous nous réunissons dans une salle pour nous asseoir en silence, tranquillement. Nous commençons par une petite méditation et puis nous avons la joie d'écouter le chant des frères et sœurs monastiques qui aident comme la méditation, qui aident à calmer notre esprit et ouvrir notre cœur. Et dans cette expérience de venir écouter un enseignement, tous assis dans cette salle, tous très relativement, en tout cas tranquilles, relativement silencieux, tout est calme, et nous respirons ensemble. Et vous êtes tous tournés dans une direction, et je suis tourné dans la direction opposée. Mais peu importe, nous respirons tous ensemble. Un petit peu comme une seule respiration. Il y a la respiration de chacun et de chacune, mais tous ensemble, finalement, on peut assez facilement imaginer que nous générons une respiration ensemble, une respiration collective, une respiration de Sangha. Et plus que notre respiration, c'est aussi le calme de notre présence, à chacun, à chacune. Vous êtes venus là pour écouter un enseignement, donc vous savez que vous n'avez rien d'autre de spécial à faire. Vous n'avez nulle part où aller. Il n'y a pas d'urgence, pas de rendez-vous qui vous appelle. Les téléphones sont éteints, enfin j'espère. Donc on a toutes les conditions pour être tranquille et pour s'installer tranquillement à l'intérieur de nous-mêmes aussi. Et qu'est-ce que cela est facile quand on fait cela ensemble. Les conditions sont rendues tellement plus faciles. Puisque vous voyez, il n'y a rien à faire, juste venir s'asseoir. Et on se laisse ainsi porter par les conditions. On se laisse porter par la présence de la Sangha. Puisque tout le monde ici est d'accord pour s'asseoir et rester tranquille, c'est facile. Donc il y a cette respiration commune, collective, mais il y a aussi ce calme que nous générons ensemble. Et si vous êtes un peu nerveux, je le sentirai. Je sentirai mon cœur battre, mes mains un peu moites. Mais ce matin, vous avez l'air bien calme. Cela m'aide. Donc déjà en soi, c'est un enseignement. De s'asseoir et de partager cette présence en silence pendant à peu près 1 heure ou un peu plus. Et sans que nous le voyions, sans que nous nous rendions compte peut-être, puisque c'est un petit peu invisible, quelque chose nous pénètre. À la fois chacun et chacune de nous générons notre propre présence et le calme relatif qui est là en nous, dans notre corps, dans notre esprit. Et en retour, nous recevons une vague collective de présence, de calme. C'est assez merveilleux. Nous mettons une petite bûche dans le feu, mais le feu, il nous réchauffe. Beaucoup plus que la petite bûche que nous avons mise.
Donc sans que nous nous en rendions compte, le fait de venir baigner en fait dans cette expérience de la matinée, de venir écouter un enseignement, se suffit en soi, quelque part. Bon, je parle parce que vous êtes venu pour écouter quelqu'un parler, il faut bien que je remplisse un peu l'espace aussi, mais le plus important dans tout cela, c'est que nous soyons ensemble, tranquilles. Et ce qui est merveilleux aussi dans cette expérience collective de Sangha, c'est que si aujourd'hui peut-être quelqu'un parmi nous, un frère, une sœur ici, est un petit peu agité, parce qu'il ou elle a des soucis, des préoccupations, peut-être qu'il y a eu une conversation hier soir ou ce matin, avant de venir, et qui a agité un petit peu notre esprit, qui nous préoccupe et qui rend difficile de s'asseoir tranquillement à l'intérieur de soi. Eh bien, ce qui est merveilleux, c'est qu'en étant tous ensemble ici, on est porté par l'énergie collective, là aussi, de paix, d'écoute, de silence, de présence. Il n'est pas garanti que ça fasse disparaître d'un coup de baguette magique l'agitation qui est là, mais ça l'apaise, ça la calme. Et parce qu'on est tous là un petit peu dans une présence qui finalement nous empêche de faire des bêtises, vous n'allez pas vous mettre à crier ou à vous lever ou à avoir des comportements et des gestes un peu trop agités, disproportionnés. Il y a un effet d'apaisement collectif. C'est super ça. Alors que si vous étiez à la maison, peut-être que vous prendriez votre téléphone, vous rappelleriez la personne pour l'engueuler, peut-être, je ne sais pas. On peut faire toutes sortes de choses quand on est pris par ces émotions, emporté par ces tempêtes. Donc il est clair que être là au village des Pruniers, avec la communauté, que l'on soit résident ou que l'on vienne passer un séjour de quelques semaines ou plus, c'est venir prendre refuge dans la communauté. C'est un refuge sûr, un refuge où l'on vient aussi se ressourcer, se régénérer. Et c'est ce que je fais moi-même depuis plusieurs mois maintenant. Parce que les conditions sont bonnes ici. La nourriture est bonne, la nourriture physique, mais aussi la nourriture spirituelle, la nourriture fraternelle. Nous avons ici aussi avec nous, nous pouvons considérer que nous avons la présence de notre maître Thai, qui est physiquement présent en Thaïlande, mais qui est aussi, on peut dire, la raison principale de notre présence ici. Puisque avec l'aide d'autres personnes, il a œuvré à bâtir cette communauté et ce lieu, et il nous a offert cet enseignement avec lequel nous pratiquons, ce chemin que nous apprenons à emprunter chaque jour ensemble. De la respiration consciente, des marches en pleine conscience et de l'art de vivre en fraternité, de l'écoute attentive, de la parole habile, etc. Donc Thai est présent avec nous puisqu'il est la raison d'être pour la plupart d'entre nous d'être ici. Alors on peut offrir une respiration à Thai et sentir peut-être que nous respirons avec lui, tous ensemble. Essayons de revenir à cette respiration qui nous unit, qui nous relie les uns aux autres. Rien de spécial à faire si ce n'est revenir à votre propre respiration et puis de vous donner les moyens d'écouter. Écoutez la présence des autres ici. Écoutons notre présence ensemble, si vous voulez bien un instant, avec
le son de la cloche. On est bien là, on n'est pas pressé. On n'est jamais pressé dans le moment présent, quand on s'y installe vraiment. Moi, je ne suis pas pressé. J'ai préparé plein de notes, mais c'est plus pour me rassurer qu'autre chose. Je ne suis pas obligé de partager tout ce qu'il y a sur le papier. L'important étant cette expérience de présence ensemble. Que l'on parle ou que l'on ne dise rien. Quand on regarde dans la condition humaine de tout temps, et aujourd'hui encore, et en chacun de nous, et dans le monde, en nos frères, en nos sœurs, en nos voisins, en nos voisines, en nos amis, dans notre famille. Si on regarde bien, attentivement, on se rend compte que la plupart de nos tragédies, la plupart de notre drame dans cette condition humaine qui est la nôtre, a à voir avec le fait de se sentir séparé. On pourrait dire que ce sentiment de séparation, le drame de notre condition humaine, c'est ce qui suscite, alimente notre angoisse existentielle. Parce qu'avec le sentiment de séparation, il y a le sentiment de solitude, une solitude difficile à assumer. On peut parler du drame de la solitude alors, et nous savons très bien que dans le monde aujourd'hui, dans les grandes villes, dans les campagnes, certaines personnes souffrent de solitude, certaines personnes souffrent d'un sentiment d'isolement. Et avec cette solitude, ce sentiment de séparation, il y a l'impression d'un devoir, le devoir de s'assumer. Assumer son être, assumer sa propre personne. Alors la philosophie bouddhiste, l'enseignement bouddhiste plus exactement, nous offre des clés de compréhension, des aspects par lesquels on peut regarder la réalité qui est la nôtre, que nous partageons tous. Et on peut commencer à interroger, de savoir, est-ce que nous sommes vraiment fondamentalement séparés les uns des autres? Est-ce que nous sommes vraiment fondamentalement seuls au monde? Et dans la tradition bouddhiste, nous étudions ce qui compose la personnalité, la personne. Nous parlons de 5 composants qu'on appelle les 5 agrégats, 5 skandhas. Le corps physique, qu'on appelle aussi la forme, les sensations qui sont liées au corps, puisqu'avec ce corps nous avons des portes sensorielles, nous avons des organes sensoriels, des fenêtres sur le monde qui nous permettent de communiquer, de comprendre plus ou moins notre environnement. Et ces stimulations, ces stimuli
provoque des sensations. On dit agréable ou désagréable ou neutre. Donc nous avons ce corps. Avec ce corps, nous avons ces sensations. Puis des perceptions, une capacité intelligible, une certaine compréhension intelligible de ce que nous percevons en nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Et avec ces perceptions, des formations mentales, donc reliées à ce que nous rencontrons, ce dont nous faisons l'expérience avec notre environnement, par exemple. Nous avons aussi des mémoires accumulées qui viennent s'associer à ce dont nous faisons l'expérience aujourd'hui et qui constituent des formations dans notre esprit, des formations mentales. Et puis nous avons la conscience qui se relie au sens. Nous parlons de conscience visuelle, auditive, olfactive, etc. Et puis aussi la conscience mentale qui accueille l'expression de ces formations mentales. Donc la personne, l'individu, l'être humain, est constitué de ces 5 composants, nécessairement. Dans des cas plus extrêmes, lorsqu'une personne est dans un coma, évidemment, certaines facultés sont réduites ou mises en veille. Donc, avec ces 5 composantes de ce que je suis, de mon être, de mon individu, je ne peux pas ne pas être relié à l'environnement qui m'entoure. Je ne peux pas ne pas voir, ne pas entendre, ne pas sentir, ne pas goûter, ne pas ressentir, ne pas avoir des images mentales, des pensées qui constituent mon expérience humaine. Et tout cela se passe en interaction avec l'environnement dans lequel je vis, et notamment avec les autres humains. Donc sans ces composants que ce sont le corps, les sensations, la conscience, je ne peux pas être qui je suis. Et en même temps, le fait d'avoir ces constituants-là implique nécessairement que je suis en relation avec ce qui vient me rencontrer dans mon champ d'expérience. Même un son, le chant de l'oiseau tout à l'heure, même la sensation d'espace et la présence des autres. Et nous savons, nous comprenons bien que nous sommes dans un univers extrêmement complexe, extrêmement riche en informations visuelles. Je suis assis là, je vois toutes sortes de t-shirts de couleurs différentes, des visages différents. L'environnement est très riche en diversité, en informations. Et donc finalement, nous sommes toujours reliés au monde et nous sommes toujours dans le monde. Même dans les cas où, en ville ou à la campagne, nous nous retrouvons seuls chez nous pour un moment, dans notre chambre ou dans notre salle à manger, pour un moment ou peut-être pour des jours, des semaines, des mois, si nous souffrons effectivement d'un certain isolement social. Pourtant, nous sommes dans le monde. Et on peut se demander effectivement si ce sentiment de séparation et l'expérience effective de se sentir isolé, seul, abandonné, n'est pas induit par le fait de se voir séparé des autres. Et avec ce sentiment de séparation, d'avoir peur du contact avec les autres. Très souvent, cette peur du contact avec les autres est justifiée sur la base d'une expérience passée, peut-être de l'enfance. Si l'expérience avec l'autre a été traumatisante, si l'expérience avec l'autre a été agressive, opprimante, on a manqué de compréhension, d'attention, et dans une certaine mesure, c'est le cas pour la plupart d'entre nous, un grand nombre, même à une petite échelle. Qui a eu son content de compréhension parfaite de la part des autres, même de ses parents? Qui a eu son content
d'attention, de regard, d'écoute, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de façon parfaite, de sorte à être absolument comblé. Ça n'existe pas. Heureusement. Heureusement. Parce que c'est aussi cela qui nous met en chemin. Et c'est aussi cela qui fait notre expérience humaine. Et c'est encore cela qui nous rapproche les uns des autres, nous relie les uns aux autres. Donc ce sentiment, cette perception de se sentir isolé des autres, de se sentir séparé des autres, peut-être parce que les autres sont vécus comme un danger, un risque, une menace. Peut-être je risque de me blesser, si ce n'est par un regard que l'autre va me jeter, une parole, un geste. Et on retrouve ces petits traumatismes ou ces résonances-là dans notre vie quotidienne, dans certains contextes. Avant de venir donner l'enseignement, avant de venir m'asseoir ici, j'étais pas tout à fait tranquille à l'intérieur. Et tout à l'heure, j'ai pensé aux animaux domestiques, aux chats par exemple. J'avais lu une étude un jour qui disait que le moment d'excitation le plus important, le pic d'excitation pour le chat, ce n'est pas quand il a sa nourriture, mais c'est juste avant, quand il voit la nourriture. Il y a un paroxysme du plaisir, mais en ce qui me concerne, c'est plutôt un paroxysme du déplaisir avant de donner l'enseignement. C'est un peu exagéré, mais c'est pas si simple de venir s'asseoir. On aimerait bien que quelqu'un prenne notre place, on aimerait pouvoir échapper à cette responsabilité. J'ai pensé à Jésus tout à l'heure, à un moment donné, qui, sur la croix, dit, ou avant de boire la coupe, avant de devoir accepter le chemin le menant à la crucifixion, qui parle à son Père et à Dieu, et qui lui dit, est-ce que je souhaiterais que tu puisses enlever cette coupe de mes lèvres, quelque chose comme ça. Je souhaiterais pouvoir échapper à l'épreuve. Alors peut-être que dans ce moment d'inconfort ou de petite nervosité avant de venir s'asseoir pour parler devant tout le monde, peut-être que ça parle de cela aussi. D'une certaine incertitude, d'une certaine inquiétude. Sur la base de son expérience, de mon expérience personnelle dans mon rapport aux autres. Une expérience personnelle dans mon rapport aux autres qui s'est jouée dès mon enfance, comme pour chacun de vous, non ? Donc l'autre, il est merveilleux, mais c'est pas toujours facile avec l'autre non plus, n'est-ce pas ? Ou les autres. Et les autres peuvent nous impressionner. Et les autres sont l'enjeu de toutes ces fragilités qui sont en nous et qui remontent à la surface dans certains contextes, à certains moments. La peur d'être jugé, la peur que ce que l'on va dire n'est pas à la hauteur, la peur qu'on se moque de nous, la peur qu'on ne nous écoute pas bien et qu'on nous coupe la parole, ou que l'on réagisse à ce que l'on a dit, ou que l'on ne soit pas d'accord avec ce que l'on a dit. Tout cela vient réveiller une blessure, n'est-ce pas ? La blessure de notre être. On peut parler de blessure narcissique, la peur ou la blessure de ne pas se sentir accepté, aimé, inclus. Donc tout cela se joue, j'en suis convaincu, pour chacun d'entre nous, au quotidien de notre existence. Peut-être pas chaque jour, mais assez souvent dans notre vie. Pourvu que les conditions amènent le contexte pour cela. Ça va, vous arriver à suivre avec la traduction ? Ouais.
C'est intéressant, pour l'instant je ne partage rien de ce qui sont sur les notes. Je savais bien que c'était plus pour me rassurer qu'autre chose, ces notes. Alors on a parlé des 5 composants qui constituent l'individu, la personne humaine, les 5 agrégats. Le corps, les sensations, les perceptions, les formations mentales, la conscience. Mais nous avons aussi une façon de pointer dans le bouddhisme 4 tendances, il semble, que nous aurions, que nous ayons, de 4 points de vue, 4 opinions erronées concernant notre personne, notre être, qui sont le soi, la personne, l'être vivant, et la durée de vie. Donc le soi, c'est déjà de se penser en tant qu'existant, justement, indépendamment des autres. Chacun a cette expérience au quotidien, on existe tous indépendamment les uns des autres. Vous êtes vous, moi je suis moi. Nous ne nous appelons pas de la même manière, nous n'avons pas le même visage. Il y a cette tendance dans notre conscience de saisir cette idée d'être un soi séparé. On ne va pas rentrer aujourd'hui dans les détails de ça, et c'est souvent abordé au village des pruniers, les fonctionnements de la conscience du tréfonds, la conscience mentale, et puis l'intermédiaire manas, qui saisit un petit peu le contenu de la conscience du tréfonds, qui se l'approprie et qui en fait une possession. Et ça, c'est cette tendance de manas, de dire j'existe. Donc une fonction, une tendance en nous, une habitude, un besoin sûrement, une sorte de survie existentielle, de nous dire j'existe, moi je. Et pour nous conforter là-dedans, on a ce sentiment d'être une personne à part entière avec une personnalité. Et de fait, on a tous des caractéristiques qui nous sont propres. Alors, le soi vient s'appuyer et conforter en même temps l'idée d'être une personne et d'avoir une personnalité. Et finalement, avec ce renforcement, on a ce sentiment très fort de moi. Moi, je. Et qui dit moi, dit ce qui m'appartient, le mien.
ce que je m'approprie, mes biens, mes possessions, y compris l'autre ou les autres. Donc on a des caractéristiques, en termes sanskrits on appelle ça les lakshanas, tout ce qui nous définit. Et chaque jour on peut avoir des caractéristiques un peu différentes, et puis on a des caractéristiques, on va dire, de base qui se continuent. On parle de caractéristiques de similitude. Après tout, vous avez toujours à peu près le même visage d'un jour à l'autre, le même son de voix, vous êtes à peu près la même personne. À peu près. Et en même temps, il y a des caractéristiques qui changent, et le fait est que nous sommes des réalités vivantes, des êtres vivants, qui évoluons aussi. Au point de dire que chaque instant, nous sommes une personne différente. Même si on ne peut le voir si simplement que ça, si facilement. Donc chaque instant, nous sommes une personne nouvelle. Nous nous renouvelons. Et nous sommes en fait une continuité d'instants, plus que toute autre chose. Mais bien sûr, ça, on ne s'en rend pas facilement compte et on a même tendance à l'oublier. Et on peut souhaiter, sur ce chemin de pratique, où on est invité à se réveiller ensemble, où on est invité à générer la présence, on peut souhaiter faire de cela une pratique, peut-être un mantra, de se rappeler à soi-même, chaque instant je me renouvelle, je suis une personne nouvelle, à chaque instant l'autre est une personne nouvelle, pour rafraîchir notre regard. Et avec cela, nous avons donc le sentiment d'être un être vivant. Qui dit être vivant, c'est-à-dire un être animé. Nous sommes, après tout, un animal humain. Animal vient, je pense, le latin doit être quelque chose comme animus, donc ce qui est animé, par contraste aux végétaux ou aux minéraux, qui ne bougent pas, par exemple, qui n'ont pas cette faculté de mobilité. Mais nous sommes animés, nous pouvons nous déplacer. Nous sommes animés, et donc qui dit être vivant, être animé, dit être inanimé par opposition. Donc nous nous distinguons inanimés. Nous nous distinguons de ce qui n'est pas, de ce que nous ne considérons pas comme des êtres vivants peut-être, ou en tout cas des êtres inanimés. Et puis nous avons la durée de vie, l'idée de naissance et de mort, de commencement et de fin. Tout cela va ensemble. À partir du moment où je m'accroche à l'idée que j'existe, à partir du moment où je saisis ce sentiment de moi-je, à partir du moment où j'ai tellement besoin d'affirmer mon existence et ma personnalité, tout le reste vient en cadeau. Du coup, je m'accroche à l'idée d'avoir effectivement une certaine personnalité, avec des goûts, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, des idées. On a cette saisie des idées qui est très forte aussi en nous. On s'attache à nos opinions. On fait la guerre pour défendre ces idées. Et puis on a ce sentiment très fort d'être vivant, mais le drame de s'accrocher à ce sentiment d'être vivant, c'est l'angoisse de ne plus être vivant un jour, de disparaître. Puisque si je me considère comme étant né, je dois forcément mourir un jour. Donc c'est l'idée de durée de vie, d'être pris dans un commencement et une fin, une idée de commencement et une fin. Donc ces 4 aspects sont considérés et sont présentés dans le bouddhisme comme 4 façons erronées de voir. Est-ce que ça fonctionne? Oui. 4 façons erronées de s'identifier à sa personne, à soi. Et c'est merveilleux de se sentir exister, d'avoir une indépendance dans sa personnalité, son caractère. Et
et d'exprimer tout cela. Et en même temps, c'est aussi cela le drame de notre existence, parce que nous avons peur de disparaître. Nous avons peur de perdre tout cela un jour. Alors on peut se demander si le problème est vraiment de disparaître. On peut se demander si le problème, en fait, il n'est pas d'apparaître. Parce qu'à partir du moment où j'apparais, je dois disparaître. C'est ce que le Bouddha a lui-même enseigné dans les tout débuts de ses enseignements, après son éveil. Toute chose composée est amenée à se décomposer. Or, tout phénomène existant sous le soleil, on va dire, tout phénomène qui existe est un phénomène dit composé. Exactement comme on vient de le voir, nous sommes nous-mêmes en fait composés de différents aspects qui nous aident à communiquer avec notre environnement et qui fait que nous sommes nourris par notre environnement. Si bien qu'on peut se demander, mais est-ce que ces idées qui je dis être mes idées, est-ce que ce sont vraiment les miennes ? Ce corps, est-ce que c'est vraiment mon corps ? Ce corps qui a été nourri par la nourriture, la nourriture qui a été cultivée par d'autres, qui a été acheminée par d'autres, qui a été cuisinée par d'autres, etc. Ce corps qui a été conçu par d'autres corps, qui a été élevé, éduqué, ce corps qui ne cesse en fait d'emprunter à l'univers sa subsistance. Et moi, j'ai l'arrogance de dire mon corps, mes idées, etc. Donc c'est très intéressant et important, je pense, de regarder dans tout ça pour relativiser un petit peu l'importance que nous nous donnons à nous-mêmes, ou au contraire, cette tendance opposée de penser que nous n'avons aucune importance. Et parfois, ce sentiment de n'avoir aucune importance est tellement fort en nous que nous faisons des pieds et des mains dans nos comportements, dans l'environnement dans lequel nous sommes, pour exister, et pour mendier de l'importance un petit peu, par le regard que les autres vont nous offrir et l'écoute qu'ils vont nous offrir, comme si nous n'étions pas déjà importants. Bien sûr que nous sommes importants, mais peut-être pas de cette sorte d'importance que nous voudrions et qui nous enflamme l'ego, je ne sais pas. Bien sûr que nous sommes importants. Le simple fait d'être au monde et de participer à ce grand règne du vivant fait que nous avons exactement notre place, une place qui est en relation avec tout le reste du vivant. Et donc nous pouvons regarder dans peut-être une importance déplacée que nous nous donnons et qui consiste à nous accrocher tellement à nos possessions, ce que nous considérons comme nos possessions et que nous ne faisons qu'emprunter au monde. Des idées, des façons de parler, une langue que nous avons apprise, les vêtements que nous portons, même nos comportements en fait, nos gestuels. Ils ont été imprégnés de ceux qui nous ont élevés lorsque nous étions enfants, et puis ils ont continué d'évoluer avec la loi du mimétisme, sans que nous nous en rendions compte. Un exemple, je suis né et j'ai grandi en Bretagne. Mais je suis parti de Bretagne, ça fait plusieurs années. Et j'étais plusieurs années ici en Dordogne, au village des Pruniers, dans une communauté internationale, anglophone, vietnamienne. Ces dernières années, j'étais aussi dans les Cévennes. Et des fois, des personnes qui me rencontrent me disent « Oh, mais tu as un accent, mais d'où vient ton accent ?» Alors moi, je leur dis « J'ai grandi en Bretagne. »« Ah non, mais je suis de Bretagne, c'est pas cet accent-là. » Et en fait, moi-même, je ne saurais dire où est-ce que j'ai emprunté cet accent. Je ne sais pas que j'ai un accent. Donc nous empruntons en fait les choses à l'environnement où nous nous trouvons. Et si vous restez suffisamment longtemps au village des Pruniers, vous allez devenir village des Pruniers. Il y a un moine qui nous a rendu visite, qui est resté avec nous plusieurs mois, un moine malaisien, je crois, ou de Singapour plutôt. Et
lorsque le moment pour lui était venu de partir, il a écrit un mot sur le tableau à l'entrée du cloître monastique et il a dit en anglais « Thank you, Sangha. I feel I have been plum villaged now. » J'ai été, je ne sais pas comment le dire en français, villagé, quoi, des pruniers, quoi. J'ai été transformé, je suis devenu, on pourrait dire, une fleur de prunier. Donc, peut-être que nous ne sommes pas ce que nous croyons être, et peut-être que nous sommes plus que ce que nous pensons. Pour arriver à nous libérer de ce sentiment de séparation et d'isolement, qui parfois est peut-être cool, peut-être que ça nous plaît de nous sentir indépendants, différents, distincts des autres, mais qui à d'autres moments, à certaines heures, devient une angoisse existentielle et une difficulté à trouver sa place parmi les autres. Une difficulté à retrouver le contact social, pour nous aider à nous libérer de cette vue tellement inscrite en nous. Cultivons ce regard profond chaque jour dans notre vie de pratique, pour nous rappeler à nous-mêmes en fait que nous existons avec et par les autres, tous les autres, y compris la nature, les arbres, les oiseaux, les animaux, le vent, le soleil, la terre, et encore plus peut-être avec les humains. Donc nous n'existons pas sans les autres. En français, nous avons ce mot « personne », une personne. Une personne, c'est quelqu'un. Mais une personne, ça veut aussi dire qu'il n'y a personne. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient vu ce film Spaghetti, il y a un certain nombre d'années de ça maintenant, de Sergio Leone, je crois. Mon nom est personne. Un film très drôle, un western, film Spaghetti, avec Terence Hill, qui joue ce personnage. Mon nom est personne. Et donc il y a un méchant qui vient dans le village et qui rencontre ce Terence Hill, ce cow-boy, un peu naïf, un peu innocent, et qui lui demande « Mais tu es qui, toi ?»« Personne. »« Mais tu t'appelles comment ?»« Personne. » Parce que dans le film, c'est son nom, personne. Donc il est quelqu'un et en même temps il n'est personne. Enfin, il est justement personne. C'est son nom. En anglais, on a, je ne suis pas sûr parce que ce n'est pas ma langue native, mais on a cette expression « anybody ». Anybody peut affirmer la présence de quelqu'un, en fait, de n'importe qui. Anybody, c'est n'importe qui. But si on dit « there can't be anybody here », par exemple, je ne sais pas, il ne peut y avoir personne. Hein. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne en anglais comme ça, non? Vous n'êtes pas d'accord? Bon. Donc, en tout cas, on va avoir « somebody » ou « nobody ». Je pensais qu'anybody, ça pourrait être l'intermédiaire. Non, ça ne marche pas. Mais on peut reconstituer les langues, hein, on est libre après tout. Donc, personne en tant que quelqu'un, une personne, c'est affirmer sa présence, n'est-ce pas? C'est être quelqu'un, j'existe. 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 Donc, ist, c'est être, et ex, c'est en dehors de soi. Donc, j'existe en dehors de moi-même par rapport aux autres, au sein des autres.
Et par opposition, ce que l'on peut chercher à trouver, enfin je crois que c'est ce que nous cherchons à contacter et à développer, c'est l'être, la dimension d'être. Donc exister concerne davantage s'affirmer dans la sphère sociale, on va dire, dans l'environnement, à l'extérieur. Mais s'il n'y a pas le fondement de l'être, notre expression à l'extérieur est fragile et incertaine et risque de relever davantage d'une sorte de vanité. Le mot vanité vient du latin vanitas, qui signifie aussi le vide. Il n'y a pas de substance en fait. Donc on gonfle une apparence pour compenser ce sentiment d'être qui fait défaut en nous. Et ce chemin de pratique sur lequel nous nous engageons, chacun et chacune et ensemble, c'est vraiment pour rentrer à la maison et recontacter cette dimension d'être en nous. Alors oui, nous n'existons pas indépendamment les uns des autres. Oui, nous ne sommes pas fondamentalement séparés les uns des autres. Pourtant, nous avons une responsabilité qui est la responsabilité d'être pleinement, de se trouver, de se connaître, de se vivre, pour mieux se communiquer aux autres et pour mieux se rencontrer d'être à être, dans une dimension d'authenticité. Chacun de nous, je suis moi-même en chemin. La question n'est pas d'être parfait, la question est d'être en chemin, de comprendre que chaque jour, c'est ce que nous pouvons souhaiter, chercher à faire, rentrer à la maison. Non pas rentrer à la maison d'une façon qui se coupe du monde et qui divise de façon radicale l'intérieur et l'extérieur, moi et les autres. Rentrer à la maison en laissant la porte ouverte, en quelque sorte. Et lorsque vous sortez dans le monde, gardez aussi la porte ouverte, pour qu'il y ait toujours ce lien entre votre intérieur et l'extérieur. Et il est possible que, pendant un certain temps, sur ce chemin où nous avançons, notre approche va consister à faire en quelque sorte des allers-retours. L'intérieur, l'extérieur. Ah, je suis allé trop à l'extérieur, il faut que je rentre. Ah, je suis trop à l'intérieur, il faut que je sorte. Je rentre, je sors, je fais des allées et venues comme ça. Et puis plus nous avançons, plus la correspondance entre ces deux réalités en fait communique, et nous avons beaucoup plus d'équilibre et d'harmonie en fait dans le fait de vivre autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et finalement, nous devenons un intérieur qui s'exporte à l'extérieur. L'extérieur est à l'intérieur, l'intérieur est à l'extérieur. Il y a interpénétration de ces dimensions, c'est-à-dire qu'il y a en fait disparition du sentiment initial que nous avions d'une séparation. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, intérieur-extérieur ne sont que des points de vue conventionnels. Fondamentalement, on réalise qu'il n'y a pas d'intérieur ou d'extérieur. Il y a juste ce qui est. Dans la mesure où ces frontières qui nous séparaient des autres et du monde extérieur, petit à petit s'atténuent et disparaissent. Et nous sommes qui nous sommes. Que ça plaise ou non aux autres, nous sommes qui nous sommes. Mais nous sommes qui nous sommes avec une certaine maturité d'esprit, une certaine maturité spirituelle. C'est-à-dire nous sommes qui nous sommes avec quand même une conscience éthique et un sentiment de responsabilité vis-à-vis de nos pensées, de nos paroles et de nos agissements. Donc nous sommes qui nous sommes avec cette maturité dans la responsabilisation de nous et de nos actions. Et c'est peut-être en vertu de ça que nous pouvons encore plus être qui nous sommes. Parce qu'il n'y a plus lieu d'avoir peur. Nos fragilités sont moindres, sont réduites.
Nous sommes plus solides, plus forts, parce que nous nous connaissons mieux. Alors en même temps, ces paramètres ou paradigmes intérieur, extérieur, grandir dans sa dimension d'être et s'exprimer dans la sphère sociale, humaine, ont leur place, ont leur rôle à jouer. Il y a vraiment une place à trouver au sein des autres. On en dira ce que l'on veut, on a en nous ce sentiment très fort, ce besoin très fort d'appartenance et d'inclusion. C'est aussi ça qui se joue pour nous ici en Sangha. On a besoin de sentir qu'on appartient à la Sangha, qu'on appartient à une famille spirituelle, qu'on fait partie d'un groupe identitaire. De tout temps, tous les peuples ont naturellement exprimé cette dimension tribale, communautaire. Donc nous avons ce besoin d'appartenance et ça veut dire que nous avons une expression à offrir dans le cercle de la communauté humaine. Nous avons une place à trouver au sein des autres. Stephen Batchelor, un érudit bouddhiste qui a un regard très intéressant sur la façon de revoir l'enseignement du Bouddha dans la tradition plus classique telle qu'on la connaît. Il aime revisiter un petit peu l'enseignement du Bouddha, les concepts tels qu'on a eu l'habitude de les comprendre et de revisiter le vocabulaire aussi de certains concepts. Et il a cette proposition intéressante, il parle en termes de, alors je vais le dire en anglais, the ground and the alaya. Alors le ground, c'est le sol, le fondement de l'être, en somme. Je crois que c'est Tai qui, de temps en temps, dans ses enseignements, cite un théologien, Paul Tillich, qui exprimait cela aussi en termes de le fondement de l'être, je crois. Donc nous avons ce ground, ce sol, cette fondation, ce fondement, d'où va émerger notre être. Donc dans une dimension plutôt, on va dire plutôt verticale. Et il y a l'alaya, qui est la place, l'endroit, le lieu où va s'exprimer notre personne, notre personnalité, notre être au monde. Ce besoin d'appartenance, ce besoin d'être inclus, est-ce qu'il ne vient pas justement de ce besoin très fort en nous de retrouver cette reliance originelle, ce sentiment de non-séparation originelle? En anglais encore, l'anglais est très présent aujourd'hui dans notre enseignement en français. Il y a ces mots, je trouve intéressant de jouer avec. L'appartenance et de belonging. Mais longing, c'est aussi to be longing for something. Comment traduire ça en français? On est impatient. Comment? Se languir, excellent, belle traduction. On se languit de quelque chose. On a soif de quelque chose. On espère quelque chose très fortement. So, we are longing for belonging. On se languit d'appartenance, on a très soif d'appartenance. Donc tout cela nous ramène à cette question de se trouver et trouver sa place. J'ai trouvé intéressant de mettre aussi ces deux aspects en équilibre. Se trouver, c'est-à-dire être, la dimension verticale, et trouver sa place au sein des autres. Et l'un ne va pas sans l'autre. Parce que être, c'est une chose, mais si on est tout seul sur une île, ça va, ça peut être sympa pendant un temps. Et en même temps, trouver sa place sans qu'il y ait ce fondement de l'être, pas facile. Et bonne chance. Et je suis convaincu que le sens de notre présence ici sur Terre, le sens de notre existence, c'est ce voyage spirituel, c'est cette quête qui consiste à retrouver l'être en soi, l'être au monde. Donc à naître
au monde, pour jouer, continuer à jouer avec les mots. Non pas à ne pas être, mais à naître, c'est-à-dire être au monde. Et nous savons que c'est un voyage périlleux, pas toujours facile. C'est une véritable épreuve, une épreuve du feu, une épreuve de transformation, pour arriver effectivement à se trouver véritablement sans complexe, sans avoir besoin de cacher l'être que nous sommes, par timidité, par peur, par comparaison, par vanité, par ceci, par cela. Donc cela nous demande de guérir toutes nos blessures, les blessures de notre histoire et de notre enfance. Ça va, vous arrivez à suivre jusqu'ici ? Je suis chez moi, je suis arrivé. Je suis chez moi, je rentre à la maison, je retrouve cette dimension d'être. Je suis arrivé. Je peux baisser ma garde, mes défenses, me détendre et m'ouvrir à l'espace qui est là, au lieu où je me trouve, aux personnes qui m'entourent. Je suis chez moi, je suis arrivé. C'est notre pratique ici au village des Pruniers, de faire émerger ces deux dimensions, d'être et d'existence. Alors ce soi, ce moi, cette personne, cet être vivant, cette durée de vie auquel je m'identifie tellement, cette personnalité à laquelle je m'accroche tellement, que je défends, que je revendique, ma différence, ce qui me fait unique. Aussi merveilleux que ce soit, c'est aussi ce qui nous sépare des autres et rend difficile, il semble, de se détendre et d'être soi dans toute son authenticité, c'est-à-dire en toute simplicité, dans un grand naturel, parmi les autres. Justement parce que je m'accroche à moi-même, à ce que je suis, à mes idées, à ce que j'aime, à ce que je n'aime pas, etc. Cette saisie de la conscience sur quelque chose qu'elle finit par appeler moi est le drame de notre condition humaine, notre angoisse existentielle. Parce que qui dit saisir quelque chose, dire s'y accrocher et y tenir fortement et avoir peur de perdre cela. Or tout ce qui apparaît est amené à disparaître. Et nous l'avons dit, le problème n'est peut-être pas de disparaître, mais d'apparaître. Nous pouvons donc souhaiter nous entraîner à ne pas apparaître, cesser d'apparaître, pour être davantage. Trois portes de libération nous sont offertes dans le bouddhisme. La vacuité, première porte de libération qui nous conduit à un premier saut du dharma qu'on appelle l'impermanence. Nous pouvons faire l'expérience de la vacuité sur deux plans.
l'impermanence et l'interdépendance des phénomènes et de tous les êtres. Donc on s'entraîne à observer l'impermanence de notre propre vie, l'impermanence de nos pensées, l'impermanence de nos émotions, l'impermanence du monde physique, matériel qui nous entoure, l'impermanence du temps. Et nous pouvons nous entraîner à observer aussi l'interdépendance de tous les phénomènes, pour comprendre et intégrer de plus en plus qu'effectivement rien n'est séparé. Nous interdépendons avec tout le reste. Nous interdépendons avec le soleil qui nous donne sa lumière, sa chaleur, qui permet aux végétaux de synthétiser la chlorophylle, des végétaux qui vont nous nourrir. Nous sommes avec le nuage qui nous offre l'eau, avec la montagne, avec les autres humains, etc., etc., avec tout le cosmos. Donc nous intersommes avec, on va dire, avec Dieu. On va considérer que Dieu, c'est ça, le cosmos vivant. Nous intersommes les uns avec les autres. Plus nous nous entraînons à cela, à ce regard, plus nous nous sentons concernés par ce qui nous entoure. Parce que plus nous nous sentons reliés, plus nous sentons un sentiment d'appartenance, plus nous nous sentons concernés, et plus nous nous sentons appartenir à une même famille, la famille du vivant. Une deuxième porte de libération nous est offerte, anaprihita, non c'est la troisième celle-ci, animita, la deuxième porte de libération, le non-signe, la non-caractéristique. Et étrangement aussi parfois appelée la non-appartenance. Mais là, ça viendrait un peu contredire ce que j'ai dit. Alors je vais me contenter du non-signe, du non-caractéristique, les lakshanas, tout ce qui constitue notre personne, notre personnalité, tout ce à quoi nous nous accrochons qui fait notre moi, qui fait notre différence. Et en pratiquant la reconnaissance de ce à quoi je m'accroche, ce que je saisis en termes de mes idées, de moi, plus je regarde cela, plus je peux me donner les moyens de relâcher tout doucement cette saisie. Dimanche, l'autre jour, c'était dimanche, je crois, Frère Fapion m'a donné un enseignement. Il a parlé de l'importance de s'arrêter, de regarder, d'apaiser, de comprendre. S'arrêter, regarder, apaiser, comprendre, puis lâcher prise. Donc pendant un temps, dans notre pratique, on va faire ces étapes. Je m'arrête, je regarde, je reconnais ce qui est là, je calme ce qui est là, je comprends ce qui est là en regardant profondément dedans, et puis je lâche prise. Et puis, plus nous empruntons cette pratique, plus l'arrêt et le lâcher-prise va devenir concomitant. Je m'arrête et ma pratique de l'arrêt devient un lâcher-prise immédiat. C'est devenu un automatisme à ce moment-là. De même, nous nous entraînons à nous arrêter physiquement, littéralement. Lorsque nous entendons les sons de la cloche, à l'extérieur ou dans les bâtiments, le carillon de l'horloge dans la salle à manger, un téléphone qui sonne, les cloches de l'église, du village voisin, quoi que ce soit. Nous nous entraînons ensemble, et chacune, à nous arrêter physiquement, tout simplement pour aider notre esprit, nos émotions à s'arrêter. Mais plus nous intégrons cette pratique, et plus nous pouvons cultiver cet arrêt tout en étant en mouvement. Nous sommes un arrêt en mouvement. Nous marchons, nous faisons la vaisselle, mais assez souvent, nous nous arrêtons. Et en faisant cela, en fait, nous revenons à l'ici et maintenant. Et nous regardons ce que nous sommes en train de faire. Marcher, faire la vaisselle, quoi que ce soit d'autre. Nous sommes dans l'action, dans le mouvement de l'action, et pourtant nous sommes à l'arrêt à l'intérieur. À l'extérieur, dans notre existence apparente, sociale, nous sommes dans le mouvement, à l'intérieur, nous sommes dans l'arrêt. Mais bien sûr, un arrêt qui est une immobilité relative, donc. Une immobilité vivante, qui regarde, qui écoute,
qui observe. Et surtout, qui se donne les moyens de lâcher prise de ce qui est reconnu. Toutes ces saisies que nous opérons, et nous en opérons des saisies, tout le temps. Par les yeux, par les oreilles, par le nez, par la faculté de goûter les choses, de toucher les choses, de penser les choses. Toutes ces saisies s'opèrent par le biais de nos sens, de nos perceptions, de nos formations mentales. Et nous saisissons tout le temps les choses, particulièrement à l'extérieur. Nous saisissons les personnes, nous saisissons les objets, nous saisissons les idées aussi. Nous saisissons des paroles. Même lorsque des paroles nous font mal, nous les saisissons et ça nous fait encore plus mal. Et nous les gardons longtemps. Donc il y a une immense vertu à cette pratique du lâcher prise. Lâchons prise pour être libre. Donc cette deuxième porte de libération, la non caractéristique, c'est la capacité de transcender les limitations de toutes ces identifications qui sont les nôtres. Tout ce à quoi nous nous identifions et qui nous restreignent, qui nous limitent. Pour comprendre que je suis bien plus que ce que j'ai l'habitude de penser que je suis. Je suis bien plus que mon histoire, cette histoire que je me raconte et que je me répète depuis l'enfance et qui se remodèle au fil du temps et que je présente chaque fois qu'on me demande qui je suis, comme un album photo que je sors. Mais est-ce que je suis seulement cette histoire et est-ce que je suis limité et restreint par cette histoire que je me raconte et que je raconte aux autres? Donc reconnaître ces limitations, reconnaître ces identifications, reconnaître ces saisies au moment où elles s'opèrent, au quotidien, pour nous permettre de lâcher prise, pour nous permettre d'être libres. Et à ce moment-là, d'être sans identification, sans pensée, sans image, d'être tout tranquille, tout silencieux à l'intérieur, tout en étant au monde. Cette deuxième porte de libération, justement, nous conduit au non-soi. On se libère de cette notion étriquée de soi, de moi. Vous arrivez à me suivre? Ça va? Troisième porte de libération, justement, la non-poursuite. Parce que je m'identifie à moi-même, que je me sens limité, imparfait, incomplet, je ressens le manque. Et je poursuis à l'extérieur tout ce que je crois va venir combler un certain manque. Affectif, un manque de complétude, un manque de bien-être, un manque d'estime de moi-même, un manque de sentiment, un manque de chaleur, un manque de tendresse, quoi que ce soit. Donc nous avons toutes ces poursuites qui se jouent à l'extérieur. La non-poursuite, anaprihita, troisième porte de libération, c'est la capacité à s'arrêter. C'est la capacité à reconnaître les poursuites au moment où elles s'opèrent. Et là, nous voyons que c'est un long chemin pour chacun de nous, puisque chaque jour, nous renouvelons cette habitude, ce mécanisme de poursuivre et saisir les choses, parfois à l'intérieur de nous, même en termes d'idées. Pour ma part, les meilleurs enseignements que je donne, c'est ceux que je me donne dans la tête les jours qui vont précéder l'enseignement. Ah, ils sont excellents ceux-là, et je suis mon meilleur public. Il est difficile d'arrêter la machine en ces moments-là. Donc c'est notre entraînement, et nous sommes vraiment là pour nous entraîner, non pas pour être parfaits, mais pour nous donner les moyens de reconnaître ce qui se passe, donner les moyens de comprendre, pour nous donner les moyens de grandir en liberté. Et cette troisième porte de libération renvoie au troisième saut du Dharma, le nirvana. Parce que dès que nous cessons toute poursuite, nous gagnons la paix et la tranquillité de l'esprit, du cœur et du corps. La grande paix, une grande simplicité, une grande tranquillité, à l'intérieur comme à l'extérieur de soi. Même si quelqu'un d'autre est agité, nous sommes tranquilles et nous lui offrons cette capacité d'une paix solide, stable. Et c'est notre entraînement à chacun et chacune parce que nous avons tous besoin
de la solidité, du calme et de la bienveillance de chacun. Ça, c'est notre responsabilité en tant que pratiquants, pratiquantes. Nous voulons pouvoir toucher ce moment où nous trouvons ce silence à l'intérieur. Et lors de la méditation assise, c'est ça aussi que nous pouvons chercher de cela que nous pouvons chercher à nous rapprocher. Ce silence à l'intérieur. Il y a quelques mois, dans un enseignement, j'ai pris cette image d'un oiseau sur la branche, où on pourrait parler de la flamme de l'attention. Une grande présence qui se tient à une grande disponibilité, à être là dans l'instant, à saisir, entre guillemets, à contacter cet espace entre deux pensées, cet espace où il n'y a pas de pensée. Il y a juste une écoute, une disponibilité à être. Pour nous aider, on peut s'entraîner à revenir à une sorte de regard tourné vers l'intérieur. Que j'ai les yeux fermés ou que j'ai les yeux ouverts, j'observe celui qui observe. L'observation s'observe elle-même. Je lâche l'objet extérieur ou mental qui a pu être là à un moment donné dans ma pratique de méditation. Peut-être ma respiration, une sensation, une situation à laquelle je repense, qui sont très utiles au départ, pour renforcer une capacité de l'esprit à être un peu plus concentré, à être là, à pleine conscience de quelque chose, d'un objet d'attention qui stabilise l'esprit. Et puis à un moment donné, on peut choisir de lâcher l'objet de méditation et juste goûter la présence de l'espace qui est là. Un espace de silence, une présence. Votre présence, la présence de la vie dans le moment présent. Et on peut chercher à s'entraîner, à revenir à ce silence intérieur. Ramener l'attention de son esprit sur cet espace de silence. Cet oiseau posé sur la branche, qui ne dit rien, qui est tout tranquille, qui reste là en toute simplicité, dans un grand naturel. Pour nous aider, en tout cas ce qui m'aide ces jours-ci beaucoup, pour le partager avec vous, j'aime porter mon attention aussi sur la porte d'entrée et de sortie, où entre et sort l'air, mes narines. Je place mon attention au niveau de mes narines et je sens l'air qui entre et qui sort, comme une manière aussi de me relier au monde qui m'entoure. Que je sois assis ou que je me déplace, si je marche, je reviens en un instant à cette conscience de ma respiration nasale. Je suis conscient de l'espace qui m'entoure et je suis conscient du silence qui s'installe à ce moment-là. Attentif à mes pas, puis à ma respiration, puis à ce silence, puis à l'espace qui m'entoure. Nous pouvons tous et chacun faire cela. De temps en temps, il est utile de regarder profondément dans son histoire, dans les pensées, les émotions qui apparaissent en situation, dans une relation compliquée que nous avons avec quelqu'un ou avec soi-même. Et puis à d'autres moments, il est très utile de se donner du repos et de s'abandonner dans cet espace inconditionnel de présence inconditionnelle, de juste être là. Ne rien poursuivre, ne rien faire, ne rien rechercher, ne rien désirer, se contenter de la joie d'être là, de la simplicité d'être là. Et ça, à ce moment-là, c'est aussi votre offrande au monde, c'est aussi votre contribution à la Sangha. Parce que vous êtes vraiment là, avec vous-même, en vous-même, dans vos pieds, dans votre cœur, dans votre esprit libre. Je ne suis pas le seul à dire ça, bien sûr. Et pour preuve, je vais vous offrir un petit extrait, un ou deux petits extraits de deux auteurs.
un auteur qui est très connu dans le bouddhisme, du nom de Buddhaghosa du 5e siècle de cette ère, qui est l'auteur d'un ouvrage de référence qui est en général dans la tradition estimé autant que les sutras du Bouddha, le Visuddhimagga, qui est une façon de regarder dans l'enseignement du Bouddha et parfois de faire des commentaires, je crois. Le Visuddhimagga, qui signifie le chemin, la voie de la purification. Voici ce que nous dit Buddhaghosa pour illustrer ce que nous venons de dire, d'aborder. Personne n'accomplit l'action. Personne ne goûte les fruits. Seule la succession des actes et leurs fruits tourne en une ronde continuelle, tout comme la ronde de l'arbre et de la graine. On pourrait dire de la poule et de l'œuf, sans que nul ne puisse dire où elle a commencé. Personne n'accomplit l'action, personne ne goûte les fruits. Seule la succession des actes et de leurs fruits tourne en une ronde continuelle, tout comme la ronde de l'arbre et de la graine, sans que nul ne puisse dire où elle a commencé. Parce qu'il n'y a personne à ce moment-là pour dire où elle a commencé. Ceux qui ne discernent pas cet enchaînement croient à l'existence d'un ego. Les uns tiennent celui-ci pour éternel, les autres le déclarent périssable. De façon peut-être plus légère et beaucoup plus concise, un petit poème de Li Po, un poète chinois de la dynastie Tang du 8e siècle, que je trouve plutôt délicieux. Je le lis en français et je le lirai en anglais après. Les oiseaux ont disparu dans le ciel. Le dernier nuage s'effiloche. Nous restons là tous deux, la montagne et moi, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la montagne. Les oiseaux ont disparu dans le ciel, le dernier nuage s'effiloche. Nous restons là tous deux, la montagne et moi, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la montagne. Mais encore, on pourrait dire que c'est trop. Il faudrait que même la montagne disparaisse. Ce serait la grande vacuité accomplie. The birds have vanished into the sky, and now the last cloud drains away. We sit together, the mountain and I, until only the mountain remains. The birds have vanished into the sky, and now the last cloud drains away. We sit together, the mountain and I, until only the mountain remains. Li Po. Donc, je crois que cela nous aide à comprendre, à sentir au moins intuitivement de quoi il s'agit, ce sentiment de présence disponible, où le sujet pensant « moi je » disparaît, pour être totalement disponible au monde, totalement disponible aux autres. Une acrobatie pas si évidente à opérer, n'est-ce pas, dans cette existence humaine. Nous avons parlé de ces tendances, de ce besoin d'être pour mieux être au monde, ce besoin d'être et d'exister comme étant des dimensions complémentaires qu'il nous faut pouvoir réaliser et exprimer dans cette vie. Nous avons parlé de cette tendance à exister, parfois cette tendance un peu excessive en nous, d'avoir vraiment besoin d'imposer son importance, de vraiment signifier au monde « j'existe ». Parfois on va parler plus fort que les autres, ou on va interrompre les autres, ou on va faire plein de choses, on va se jeter dans plein d'actions pour se prouver à nous-mêmes qu'on existe,
pour se prouver à nous-mêmes qu'on était important, et le prouver aux autres, ou en tout cas avoir une certaine validation. Alors, je caricature, c'est pas parce qu'on se jette qu'on s'implique dans des actions et qu'on est généreux avec sa parole qu'on est systématiquement dans ce travers-là. Mais à l'excès, nous pouvons manifester ça. Ce sont des tendances qui sont latentes ou manifestes en nous, dans notre dimension humaine. Et à l'inverse, on a une tendance excessive opposée, qui est de ne pas vouloir exister, d'avoir peur d'exister, d'avoir peur d'apparaître. Une tendance à s'effacer, une tendance à la timidité excessive, dans l'extrême, une tendance à l'autisme peut-être, un renfermement, un enfermement en soi-même qui rend difficile d'être au monde. Nous avons ces deux tendances qui peuvent s'opposer et qui en fait peuvent aussi trouver un terrain d'entente et de complémentarité. La question est de savoir bien aborder ces dimensions-là en soi-même. Dans le bouddhisme, on parle de ces tendances à avoir soif d'existence et avoir soif de non-existence. Donc on a soif d'existence, soif du monde de la forme. On parle de trois mondes. Le monde du désir, le monde de la forme, le monde de la non-forme. Et on parle de ces deux tendances, la soif d'existence, en fait de trois tendances correspondantes. Soif de désir sensoriel, de plaisir, de stimulation, de sensation. C'est une soif que nous avons. Une soif d'exister, une soif de ne pas exister. À l'extrême, cela mène éventuellement au suicide ou à une mort désirée. Tout cela a à voir avec ces identifications. Parce que je m'identifie à celui que je suis, je m'identifie à celui que je ne suis pas. J'ai une idée de celui que je suis, du coup j'ai une idée de celui que je ne suis pas. Donc je me limite dans certaines possibilités, peut-être. Et si je suis identifié à celui que je suis, je crois difficilement que je peux être autrement, n'est-ce pas? Mais nous l'avons dit tout à l'heure, quand nous regardons attentivement le réel dans son expression, on ne peut que voir partout de l'impermanence. Tout change à chaque instant. Donc, l'idée que je suis figé dans ce moi que je crois être est une illusion que j'entretiens chaque jour. La pratique de la respiration consciente, la pratique des pas faits en pleine conscience, aussi simple et naïf cela puisse paraître, aussi facile. Cette pratique renouvelée chaque jour, en fait, nous inscrit dans un sentiment d'être de plus en plus proche de nous-mêmes. Chaque fois que nous revenons à une respiration consciente, chaque fois que nous revenons à nos pas en pleine conscience, nous rentrons à la maison. Et chaque fois que nous faisons cela, nous nous donnons la possibilité, je ne sais pas si nous le faisons ou pas, ça dépend de chacun, nous nous donnons la possibilité à ce moment-là, dans ce retour véritable à l'instant, de nous libérer de ces identifications que nous entretenons au quotidien. D'arrêter ces histoires que nous alimentons, de revenir à ce silence précieux qui est là dans le moment présent. Et juste respirer, juste marcher. Il n'y a personne qui respire, il n'y a personne qui marche. Personne n'accomplit l'action, personne ne goûte les fruits. Juste une succession d'actes et de fruits. Je pourrais en dire davantage, mais il est bien de s'arrêter par là, il est déjà presque 11h20. Merci pour votre écoute et bon voyage à nous.